Vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum de la presse de ce soir. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous propose des analyses sur des faits importants ayant marqué l'actualité de la semaine qui s'achève avec des confrères de la presse de Niamey. Au menu du numéro de ce soir, nous discuterons d'abord de l'an 1 au pouvoir du président de la République, Mohamed Bazoum. Ensuite, nous parlerons de l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale. Enfin, nous terminerons avec ce déplacement forcé de plus de 4000 personnes dans la région de Difa, mi-février-mars, portant à 18 450 le nombre de personnes en déplacement forcé depuis le début de l'année 2022, ainsi que des quelques 17 677 personnes, en majorité des retournés nigériens et des réfugiés maliens qui se sont installés donc en République du Niger suite aux tensions entre des groupes armés non étatiques et les forces de sécurité maliennes en République du Mali. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Hussein Issa, journaliste indépendant, Elhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également. À la modération de ce forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Comme annoncé, nous débutons par l'an 1 au pouvoir du président de la République, Mohamed Bazoum, qui a officiellement prêté serment le 2 avril 2021, succédant ainsi à l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou. Quel bilan faut-il tirer de cette première année de mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 3, Hussein Issa? Je ne sais pas ce que je vais vous dire. À partir du moment où le concerné même n'a pas dressé un bilan en tant que tel, le 2 avril dernier, n'est-ce pas, comme on a pu le constater. Sur le site du gouvernement, on voit quand même des bilans, des chiffres quand vous parlez qui sont... de site, excusez-moi Michel, c'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet. Il y a les gens aujourd'hui, même le téléphone simple là pour appeler, ils n'ont pas accès. En matière de communication, moi, je pense qu'il ne faut pas aller... C'est vrai, il n'a pas eu à livrer un message bilan. Oui, bien sûr, c'est à ça que les Nigériens sont habitués parce qu'on a suivi quand même cette habitude avec Issoufou, justement, oui, tout à fait, où il lui arrivait de faire un message à l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir. C'est important de pouvoir le dire parce que les gens ont tendance à penser que, bon, l'Internet, là, c'est répandu. Même ceux qui sont dans les grandes villes, souvent, ce n'est pas toujours évident qu'ils aient accès à Il n'y a donc pas eu suffisamment de communication, mais selon vous, quelle analyse faut-il faire à ce niveau de cette première année de mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 3? Qu'à partir un peu de ce qu'on a pu observer, parce qu'on aurait aimé voir un bilan, comme je l'ai dit, ce qui s'est fait traditionnellement, où il vient, il expose ce qui a pu être réalisé, ce qui n'a pas pu être réalisé en cours de réalisation, quelles ont été les contraintes et tout et tout. Et là, l'avantage, c'est que les journalistes en langue traduisent pour que ceux-là qui n'ont pas la chance d'aller à l'école puissent aussi un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que je peux retenir, moi, concernant un peu ses priorités, parce qu'il a annoncé un certain nombre de priorités. Et parmi ces priorités, on peut citer notamment la question sécuritaire, n'est-ce pas? Lutte contre un peu les groupes djihadistes et terroristes qui nous empêchent de dormir depuis pratiquement la décennie, comment vais-je dire, 2010, précisément à partir de 2015. Bon, sur ce plan, qu'est-ce qu'on peut retenir personnellement? Bon, je retiens que contrairement à son prédécesseur, c'est qu'il fait beaucoup plus preuve d'audace parce qu'il a pu faire le terrain, il a pu amener, des populations qui ont été obligées de quitter leur terroir, il a pu les ramener. En tout cas, personnellement, il a fait le déplacement non seulement de la région de Difa, de Tilabéry, de Maradi également.
Ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut retenir de positif comme actif à son niveau. Et du point de vue également, comment veut dire, de la conduite de la lutte aussi, on peut considérer que les choses ont un peu changé quand il est là, parce qu'on a assisté à une accalmie. Bon, c'est des accalmies vraiment relatives. Hein. L'autre aspect que je peux retenir maintenant pour revenir aux acteurs sociaux, parce qu'on est toujours dans le conflit, on n'est pas encore arrivé à éradiquer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Maintenant, l'autre aspect qu'on peut retenir, c'est que, du point de vue de son comportement, contrairement à son prédécesseur, c'est qu'il est beaucoup plus ouvert, il est beaucoup plus, comment vais-je dire, entreprenant. Il va vers les acteurs pour savoir en matière de dialogue. Voilà le dialogue. C'est-à-dire qu'il n'attend pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Il a rencontré pratiquement toutes les corporations, les syndicats, les enseignants, je veux dire les organisations de la société civile, pratiquement toutes les corporations pour poser les débats et puis voir dans quelle mesure la collaboration. Ça, c'est un atout, c'est quelque chose de positif qu'on peut retenir à son actif. Du point de vue comportemental, pour me résumer, parce que sur le plan concret, il n'y a pas encore grand-chose. Au niveau de l'école, il y a eu des annonces fortes, notamment la création de ces internats et tout. À partir d'un seul internat qui a été créé. Nous avons des réformes au niveau de l'enseignement primaire. Tout ça là, c'est des réformes, c'est des annonces fortes, c'est des choses qui sont en cours. Il faut attendre le résultat. Merci beaucoup. Il faut rappeler. Peut-être à partir de l'année prochaine, on peut essayer d'évaluer parce que ça, on peut considérer qu'il est déjà à mi-mandat. Et ça, on peut permettre de dire, voilà, sur ce qu'il a pris comme engagement, on a vu un peu... Lui-même, il a expliqué pour certaines réformes, les résultats, c'est au-delà de 5 ans. Bien évidemment, moi, si les réformes sont faites aujourd'hui, selon lui, c'est que... Il y a des domaines dans lesquels, moi, je ne me fais pas d'illusions. Dans les domaines de l'éducation, où pratiquement tout est à terre, il ne faut pas s'attendre à ce que, comme par un coup de baguette magique, les choses changent. Ça va mettre du temps, parce que ça a mis du temps pour se dégrader, et ça va mettre du temps pour qu'on puisse restaurer un peu l'image de l'école. Il a eu à le dire d'ailleurs lorsqu'il était en visite au niveau de l'école des instituteurs. Merci beaucoup. Il faut rappeler justement que ce programme quinquennal ambitieux du président de la République a 6 domaines de gouvernance, à savoir la gouvernance sécuritaire que vous avez abordée, la gouvernance politique, la gouvernance juridique et judiciaire, la gouvernance économique, la gouvernance administrative, mais aussi la gouvernance locale. Ousmane Sidikou, quels sont les secteurs où on constate des avancées et ceux qui nécessitent plus d'action pour mieux faire avancer le Niger? Merci Michel. Au risque de me répéter, il faut lui reconnaître qu'au moins sous son magistère, le palais présidentiel était ouvert vraiment aux différentes couches socio-professionnelles, chose, je ne sais pas comment, inimaginable sous l'ère de son prédécesseur. C'est déjà une bonne chose. Sous l'ère Issoufou, on avait constaté quand même cette ouverture avec notamment ce mois béni de Ramadan. Non, lui, c'était des ruptures collectives. Voilà, ça vraiment... Ça, c'était vraiment avec Issoufou. Non, les ruptures collectives, vous assure, on n'a pas entendu... Même à son temps, vers la fin, voyez-vous, il y a... Ça ne fait vraiment pas l'objet, ça ne suscitait pas vraiment un engouement. Ce qu'il faut retenir, honnêtement parlant, beaucoup de choses ont été annoncées. Certaines choses sont en cours de réalisation. Attendons de voir, mais là où moi je reste sur ma faim, où les lignes n'ont pratiquement pas bougé, c'est au niveau de la lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, il y a combien de scandales qui jusque-là restent impunis. Donc on sent que c'est comme s'il n'a pas les coudées franches pour agir. Beaucoup diront que non, c'est partant du principe de la séparation des pouvoirs. Moi, je me dis que c'est un prétexte trop léger. Mais tout de même, les lignes vraiment ont bougé, notamment sur le plan sécuritaire. Franchement, le fait d'aller, personnellement sur le terrain, il a été à Anzourou, il a été à Difa, à Baroua, à Maradi. Vraiment, c'est une chose à apprécier. En tout cas, de mon point de vue, il parle aux populations, il n'a cessé de vraiment tabler sur la collaboration. Donc vraiment, c'est une très bonne chose. Moi, je l'encourage dans ce sens. Mais toujours est-il qu'il faudrait que les dispositions soient mises
le dispositif soit mis vraiment comme cela se doit pour que ce problème sécuritaire qui n'a assez duré, à défaut de l'éradiquer quand même, puisse connaître vraiment un dénouement heureux. Donc retenons que vraiment pour l'ensemble, honnêtement parlant, les lignes ont bougé dans certains secteurs. Par contre, dans d'autres, notamment celui de la gouvernance, moi je reste vraiment sur ma faim. Merci beaucoup, Ousmane Sidoukou. Alors, Elhaji Mohamedou Souleymane, que doit faire le président de la République afin que ce programme de la Renaissance Acte 3, dont le coût de mise en œuvre est estimé à 13 800 milliards de francs CFA, réponde véritablement aux vraies aspirations du peuple nigérien? Moi, pour me faire une idée un petit peu de ce que pourrait être le bilan du président Bazoum, je me suis permis de lire son discours d'investiture parce que c'est là effectivement qu'on peut voir les engagements où on pourrait véritablement apprécier la référence immédiate, en tout cas ce discours-là d'investiture. Donc, il y a le discours d'investiture, il a décliné donc mais également le programme même en tant que tel, puisque justement, c'est le programme qu'il a présenté aux électeurs. Justement. À travers ce discours, on va voir effectivement, il a décliné des priorités. On l'a dit, la sécurité, l'éducation, la santé, en tout cas, tous ces secteurs-là, en tout cas, on peut quand même être accepté, en tout cas, l'idée que franchement, au niveau de la sécurité, on sent cette volonté vraiment de faire bouger les lignes. Il a vraiment fait des choses qui ont impressionné les Nigériens. Le fait d'aller sur les théâtres... on a malheureusement toujours des attaques dans le pays. Justement, mais c'est toujours inquiétant, le fait de faire cette proximité avec les populations, vous avez à Difa par exemple, il est allé vraiment ramener les populations déplacées à Baroua aujourd'hui et ces gens continuent vraiment, on a pensé que c'était une aventure, mais on a assuré la sécurité, les gens continuent à rester dans leur village. Que ce soit à Lanzuru, à Bani Bongo, tout cela en tout cas, il a dit qu'il est allé à Bani Bongo suite à une épreuve que... Et c'est là il a dit justement la situation ce qui m'empêche de dormir, c'est la situation à Tilaberi. Et je réfléchis beaucoup. Donc on sent qu'il a vraiment une volonté réelle franchement de découdre avec... cette situation. Et peut-être que la promesse sur quoi on compte, c'est sa commande du matériel de guerre donc, au niveau donc, de la Turquie. On voudrait bien que ça arrive. En tout cas, on a vu récemment, il est allé s'assurer que c'est en bonne voie. En ce qui concerne l'éducation, effectivement, ne serait-ce que pour l'intention, les actions qu'il est en train de poser, rassurer les partenaires, en tout cas, du monde de l'école. Le dialogue, effectivement, dont on parle, c'est quand même une vertu qu'on peut lui reconnaître, effectivement, dans sa façon de travailler, dans tous les secteurs, en tout cas. On sent un effort de dialogue avec les partenaires. Maintenant, moi, à mon humble avis, c'est que là où je pense qu'il y a un goût un peu d'inachevé, en tout cas, une sorte déception, c'est en matière de la gouvernance, notamment la lutte contre la corruption et l'impunité. Tout simplement, quand on regarde un certain nombre de dossiers qu'il a hérités, et certains dossiers même qui ont été levés, comme on dit, sous son magistère, on a comme l'impression qu'il y a un traitement de complaisance que, en fait, en vérité, quand je considère l'affaire Ibou Karagi, par exemple, Ibou Karagi, oui, il est en prison. Il y a quelques cadres du ministère des Finances qui sont en prison. J'ai suivi le président sur la Deutsche Welle se délecter un peu de sa prouesse, qu'il y a une trentaine de gens qui sont... Mais au niveau de l'opinion publique, les gens pensent que c'est devenu fréquent. Ibou Karagi n'est qu'un fonctionnaire au service de transport de la présidence de la République. Comment est-ce qu'il peut être amené à détenir 8 milliards? Ça, c'est le président de la République qui a annoncé à l'opinion qu'il a détenu 8 milliards à travers des PSOP et des LAP et un système, donc une procédure qui ne peut pas ne pas avoir la caution des patrons du ministère des Finances. On se pose la question, quel rôle aurait joué
l'ancien ministre des Finances, le ministre actuel ne doit pas des être Finances, seul, qui était à l'époque directeur ministre du budget. Mais donc, vous voyez, Alhaji Mohamedou Souleymane, s'il s'avère par exemple que des présumés délinquants de ces finances publiques sont du parti, quel intérêt le président de la République doit avoir en ne regardant pas cet aspect? Mais là, je te ramène à son discours. C'est lui qui a dit dans son discours d'investiture que, quelle que soit la personne, ton parti politique, ta famille politique, absolument. Et on nous a fait croire qu'effectivement le pays d'abord. D'abord le pays. Autrement dit, qui que tu sois du PNDS, de Jamhouria, du MNSD, si tu arrives c'est ce qu'il a dit. Quand il dit son comportement l'amène à une certaine mesure coercitive, il n'y a pas de pitié. Autrement dit, c'est tolérance zéro. Mais dans la réalité, quand j'ai dit, il y a des dossiers que nous pouvons citer. Merci, donc, on a bien compris. Donc, le président doit accélérer de ce point de vue. Autant du bilan, donc on demande au président, il est très attendu sur ce terrain, la lutte contre la corruption et l'impunité. Par conséquent, après cette année, on attend véritablement qu'il se réussisse, en tout cas pour dire que l'attente est forte et par conséquent, ce qu'on a vu n'est pas de nature à rassurer les Nigériens. Merci beaucoup. Hussein Issa, il a insisté sur l'aspect impunité. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'il faut pour que le président arrive justement à faire donc vite bouger les lignes? Moi, je pense que les gens, quand ils posent le problème, qu'est-ce qui bloque? Moi, j'ai dit à partir du moment où c'est lui le magistrat suprême. Vous savez, quand on veut lutter contre ce genre de choses-là, il est très facile. Il est très facile parce que je suis d'accord avec ce qu'Alhaji Mamadou vient de dire. C'est qu'il a dit clairement, qui que vous soyez, quelle que soit la position que vous occupez, quand vous êtes trempé dans des choses comme ça, il n'y a pas de doute, vous allez goûter à ce que c'est la prison. Mais effectivement, et là, on a comme l'impression que c'est la continuité. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Bon, c'est l'affaire emblématique. Il en parle. Même la dernière fois, effectivement, il en a parlé. Mais il y a d'autres affaires. C'est une question de volonté. Parce qu'aujourd'hui, il pose ce acte-là. Il fait, comment dirais-je, on prend n'importe qui. Les gens vont acclamer. Parce que les gens ont le sentiment que dans des dossiers comme ça, on soustrait certains. On se contente des munis frétins. C'est à quoi on a assisté pendant pratiquement les 10 dernières années dans des dossiers où on constate que c'est juste quelques munis frétins. On prend les gros morceaux, les gros poissons sont là. On ne les inquiète pas. Il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Et moi, j'ai dit, il est capable, en tout cas, celui, il peut le faire, quelles que soient par ailleurs les pressions. Quelle pression? Vous avez pris l'engagement vis-à-vis d'un peuple. Vous n'avez pas pris l'engagement au nom d'un parti politique, vis-à-vis d'une alliance ou ceci, cela. C'est au nom du peuple. Le peuple au-dessus de l'alliance, le peuple au-dessus des partis. Il faut travailler. Vous êtes là pour travailler au nom du peuple. Vous n'avez pas à protéger qui qu'il soit. Il a pris la responsabilité, ou du moins, il a dit qu'il peut assumer telle responsabilité. Au cas où, dans l'accomplissement de cette responsabilité, il pose des impairs. Il faut qu'il rende gorge comme n'importe quelle autre personne parce que c'est ça qui construit une nation. Merci beaucoup. Imaginez, non, je vais faire une petite... Non, parce que c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont pu échapper dans des dossiers. Ils sont là couchés, mais un jour ou l'autre, je prends juste ce qui vient de se produire au Burkina Faso. Après 35 ans d'attente, voilà, des gens... L'histoire les a rattrapés. C'est pour ça, moi, j'ai dit, il faut, et c'est là l'histoire va retenir que vous avez été un bon président. Vous avez été un président juste, vous avez accompli, en tout cas, ce qu'on attend de vous. Mais si vous voulez faire les 2 poids 2 mesures, ça, d'avance, parce que ça va continuer et vous aurez des difficultés par la suite pour vous libérer. Merci beaucoup. Le président de la République doit donc multiplier ses actions dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Il doit frapper. Il doit matérialiser. Il doit faire en sorte que la justice frappe, puisque souvent on dit que c'est la justice. Non, mais le plus souvent, c'est qu'il y a des implications dans les dossiers. C'est tout à fait. Merci beaucoup. C'est ça la difficulté. Merci. L'immixtion surtout du politique. Oui, c'est ça.
Nous passons à présent au deuxième sujet de ce forum de la presse. Il s'agit de l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale. Selon le président du Parlement, Seynou Mongo, parmi les différents points qui seront à l'ordre du jour figure notamment une révision de la Constitution et du Code de procédure pénale, ainsi que l'examen du Code minier nigérien. Ousmane Sidikou, quels sont les enjeux de cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022? Les enjeux, ils sont les mêmes, hein, bien qu'ils restent multiples et multiformes. Moi, ce que j'ai beaucoup retenu en suivant l'allocution du président de l'institution, là où il dit vraiment, il va exhorter, il les a d'ailleurs exhorté les différentes commissions à établir un planning pour aller sur le terrain, aller à l'encontre vraiment des populations. C'est vraiment, ce serait une bonne chose, mais elle le serait davantage si cela arrivait à se matérialiser. Il ne faudrait pas que, pour répondre à un souci de respect du planning, que ces députés-là pensent être en villégiature en allant pour ne même pas rencontrer les populations et d'ailleurs surtout les conseils. Moi je pense qu'il faudrait que la rupture constatée là, il faut que ces élus-là renouent le contact, le dialogue avec le peuple parce qu'en ce moment les défis sont là, les défis sécuritaires, les défis alimentaires. Vraiment moi je pense qu'il faudrait que au-delà des mots, au-delà des annonces, il faudrait que ces élus-là revoient leur copie. C'est bien beau de vouloir établir un planning, c'est bien beau d'exhorter les différentes commissions parlementaires à aller, mais il faudrait que véritablement qu'on sente que les populations, surtout là, le peuple, ceux pour qui ils pensent être là-bas à l'hémicycle, sentent que vraiment leurs aspirations, leurs préoccupations sont entendues et qu'elles ne sont pas tombées dans les oreilles d'un sourd. Voilà ce que moi je peux retenir pour l'essentiel quant à l'ouverture de cette session. Alhaji Mohamedou Souleymane, par rapport à la modification de la Constitution, il faut rappeler qu'il s'agit de son article 1er où il est dit que l'hymne de la République du Niger est la nigérienne. On se rappelle en effet que le 24 mars, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi modifiant la Constitution du Niger. Le gouvernement a estimé que, nonobstant toutes les valeurs d'attachement à l'identité nationale et à la paix de la Nigérienne, force est de déplorer certaines insuffisances, en particulier le paternalisme. Et pour combler ces lacunes, plusieurs tentatives de relecture de l'hymne national ont été amorcées qui ont abouti à l'adoption d'un nouveau texte et d'une nouvelle mélodie, le tout consacrant ce qu'on peut appeler, selon le gouvernement, l'honneur de la patrie, qui sera donc désormais l'hymne de la République, si c'est adopté, si l'Assemblée accepte bien évidemment. Donc, les Nigériens sont-ils favorables à ce changement de cet important attribut de la République que constitue l'hymne national? Alhaji Mohamedou Souleymane. Je crois que vous l'avez dit, c'est quand même suffisamment motivé. On se souvient, il y avait un comité qui a travaillé et ce comité était composé absolument de personnalités, en tout cas qu'on pense ne peuvent pas ne pas mettre en avant l'intérêt général. Donc effectivement, quand j'ai dit c'est motivé, justement, si l'actuel hymne national a tendance véritablement à ne pas mettre en avant les valeurs vraiment patriotiques, effectivement, c'est ça aussi la vie d'un peuple. À un certain moment, il va falloir se dire que de revoir certaines choses pour l'améliorer. Je pense que c'est le gouvernement, par exemple, parlait de paternalisme. Absolument. On dit que c'est un hymne dans lequel le Niger exprime sa reconnaissance. On voit des donc ici, le nom de la patrie, effectivement, je pense qu'on sent clairement que il y a une volonté de rupture, en tout cas, avec la vision de l'hymne tel qu'il a été utilisé par depuis l'indépendance. Le colon, absolument, donc imposé. Donc on voudrait mettre en avant vraiment les valeurs patriotiques. Ça, de ce point de vue, seulement la question moi, que je me pose, est-ce que la modification de la Constitution ne vise que cet aspect? C'est ce qui a été dit en fait en Conseil des ministres le 24 mars. Mais il y a, peut-être qu'il y aura autre chose. Je crois, d'autres choses assez aussi intéressantes sur cette session.
Donc on parle effectivement, il y a une, je crois, volonté de créer un Sénat au Niger. Est-ce que c'est à l'occasion de cette session que ce débat va se faire lieu? Là aussi, il faut modifier la Constitution. Est-ce qu'il y a déjà le projet de loi adopté par le gouvernement? Je ne sais pas, on va le savoir. Il y a aussi l'autre élément. Peut-être ça peut être fait dans le courant même de la session, parce que la session dure 90 jours. On en parle en donc, tout cas. Ça dit le gouvernement peut adopter un projet on en parle, de loi et l'envoyer immédiatement. Il y a en tout cas des rumeurs dans ce sens. Il y a aussi le grand débat attendu, le déploiement des Barkhane et Takuba au Niger. Et ça se fera effectivement sous cette session. Donc, vous voyez, c'est des choses d'intérêt vraiment national. Beaucoup d'enjeux. Donc, si le débat devait se faire, donc, on va voir la position des uns et des autres. Parce que je pense qu'à l'époque, quand le président de la République avait fait la conférence des cadres, c'était parce qu'effectivement, il y avait une polémique réelle. Même quand il avait intervenu, la polémique ne s'est pas estompée. Donc maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, certes, on ne se fait pas aucune illusion. C'est-à-dire qu'il y aura un jeu de la majorité. C'est-à-dire que si effectivement la majorité voudrait faire passer cela, donc au niveau du vote, ils vont le faire. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est la forme, à savoir qu'il va falloir que l'Assemblée donne son assentiment, mais avec des garde-fous. Autrement dit, si c'est examiné à l'Assemblée, je pense que les points de vue de tous les députés, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, doivent être pris en compte pour tout simplement défendre l'intérêt du Niger. Parce que tout simplement, en réalité, ce n'est pas leur présence qui est gênante, mais c'est dans quelles conditions on va les absorber et pour combien de temps. Quelles sont les conditions posées pour que ça puisse être vraiment servir l'intérêt de notre pays. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je pense que l'intérêt, même si les avis des députés de l'opposition ne vont pas primer, mais je pense que dans la forme finale, il va falloir tenir compte de tous les aspects, en tout cas, pour éviter, parce que devant l'histoire, effectivement, si jamais on trouve une situation inconfortable, l'histoire va rattraper. Donc, je pense que c'est ça, en fait, l'intérêt. Au moins, quand même, passer à l'Assemblée nationale, se donner, en tout cas, une forme légale à la chose. Donc, on s'attend, en tout cas, on va suivre certainement ce débat à l'occasion de cette session. Ça va se passer, je pense, ça doit être parmi, je crois, le dossier. Bientôt, on sera certainement avec la conférence des présidents. Donc, c'est lors de l'agenda, en tout cas, du Parlement. Donc, mais je pense que selon certaines informations, c'est des sujets qui vont être débattus à l'occasion de cette session. Il faut rappeler que par rapport à la révision de la Constitution, les articles qui en parlent sont les articles 173, 174 et 175 de la Constitution, où il est indiqué titre révision de la Constitution. Certainement qu'il faut lire donc ces dispositions pour mieux comprendre, encore que certainement les débats qu'on aura dans les jours à venir nous édifieront davantage. Hussein Issa, que faut-il attendre des représentants de la nation par rapport à tous ces projets et propositions de loi qu'ils auront à examiner durant cette session? On a vu que les questions sont cruciales et c'est des choses qui concernent directement la vie de la nation. Le problème dans ce pays, c'est que au niveau du Parlement, on a comme l'impression que le dispositif qui dit que tout mandat impératif est nul, là, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les députés ne votent pas selon leurs convictions, c'est ce que pas vous pensez? En fonction des convictions que les gens votent en fonction de mon camp politique. Les instructions données. Et c'est ça qui est dramatique. Je trouve dramatique parce qu'il faut voir d'abord le pays. Parce que ton camp politique n'est pas au-dessus du pays. Malheureusement, c'est à ce jeu qu'on assiste. Souvent, il n'y a même pas de débat. Ou bien, carrément, on pense que, voilà, nous sommes majoritaires, voilà, quel que soit par ailleurs l'enjeu ou les enjeux. Et c'est ça qui biaise ce pays et c'est ça qui fait mal à ce pays. Parce que représentant du peuple suppose quoi? D'abord, on dit député national, on ne dit pas député de telle localité. On dit député qui représente tout le Niger. Quand c'est des intérêts du Niger qui sont en jeu, il faut savoir discerner avant de donner ton aval ou du moins c'est comment avait dit ton Hussein Issa, est-ce à dire qu'il y a des députés qui ont peur de donner leur point de vue lorsque le vote n'est pas secret parce qu'il y a des votes qui se font à main levée? Non, moi j'ai dit, quel que soit peuple de qui, dans tous les cas, je n'exerce qu'un mandat.
C'est le peuple qui m'a donné ce pouvoir-là, d'aller exercer des défenses. Vous dites bien qu'il y a un clanisme politique mais où malheureusement, le député... c'est dû à l'ignorance. Et regardez les débats dans les pays occidentaux, où des gens se lèvent, ils sont députés de tel bord, mais ils ne sont pas d'accord avec le projet de loi, ils vont combattre ça. Ici, on n'est pas dans ce schéma, parce que tout simplement, on a affaire à des gens où le plus souvent, ils considèrent que bon, c'est mon parti, c'est mon camp politique, il faut que je vote. Même si je ne cherche même pas à savoir. Parce que ce qui est dramatique dans ce pays, vous savez, les projets de loi, quand on les donne, on les distribue pour que les députés puissent les étudier et voir un peu les comptes. Mais malheureusement, il y en a qui ne prennent même pas le soin de regarder ce que ça contient. Ils viennent simplement, ils s'assoient, ils sont là jusqu'à la fin, on dit il faut voter, ils lèvent la main. On vote pour. C'est dramatique parce que ce que vous posez là comme acte, ça engage le pays. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je ne sais pas... Quel appel faut-il alors lancer? Quel appel il faut qu'ils prennent conscience à ces députés que, regardez, Souleymane vient de dire quelque chose. C'est un projet de texte qui va être soumis par rapport à l'implantation de Barkhane et de ces forces-là. Justement, par rapport à Barkhane, on dira désormais c'est l'Assemblée nationale qui a accepté. C'est tout un problème. Ce n'est pas comme ça, le jour où vous allez leur dire de s'en aller, c'est pas ils vont plier bagages. On a vu. Quand ils étaient là, quand Kounché a décidé, Kounché, c'était un régime, quand il est arrivé, il a collaboré avec eux en tant que chef d'état-major général, il leur a dit dégager. On a vu en Côte d'Ivoire, Gbagbo a tout fait pour les chasser, ils ont refusé de quitter. Mais c'est pour ça qu'il faut s'entourer de beaucoup de précautions quand on est dans des choses comme ça. Mais je n'ai pas l'impression qu'au niveau du Parlement, il y a ce débat-là qui s'est fait. Il n'y a pas ce débat, je suis désolé de te le dire. Maintenant, concernant le code minier, je ne sais pas ce qu'on va réviser dedans, mais ce que je vais dire simplement, le code minier même qui a été élaboré, je crois, c'était sous le mandat de Tandja. C'était en 2006, mais alors, me semble. On avait un code minier. Voilà ce code minier qui est là, qui doit être appliqué normalement. Le code minier, quand il s'est agi de reprendre les négociations avec Areva en 2013, Areva a dit qu'il y a des dispositions du code minier qui ne l'engagent pas. N'est-ce pas? Mais alors, ça sert à quoi de réviser si on ne peut pas l'imposer aux partenaires? La société civile avait même demandé à Areva le respect de la législation. Mais le partenaire, vous venez, vous cherchez, vous ne venez pas parce que pour les beaux yeux des Nigériens. La preuve, quand ils ont décidé de fermer la Cominac, ils ont dit c'est fini. Cominac confirme à partir de telle date. Voilà les conditions, voilà, on s'en va. Et voilà les conditions. On va passer à autre chose, ça veut dire qu'il faut que l'Assemblée joue pleinement son rôle. Bien évidemment. Puisque c'est une institution. Bien évidemment. Et c'est la deuxième après la présidence. C'est d'abord la première institution. Moi, à mes yeux, c'est la première institution. Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. On a comme si l'impression, il y a deux pouvoirs qui sont dans une démocratie, à mes yeux, qui sont des pouvoirs qui sont importants. Le judiciaire et le législatif, n'est-ce pas? Parce que c'est ça les piliers de la démocratie. L'exécutif n'est là que pour mettre en place des politiques publiques, n'est-ce pas? Mais quand l'exécutif, quand le législatif et le judiciaire pensent que leur survie dépend de l'exécutif, c'est qu'on n'est plus en démocratie. C'est périlleux. C'est périlleux. Et on est dans ce schéma-là, malheureusement, dans ce pays. On vous a bien compris, Hussein Issa. Merci beaucoup. Abordons enfin la dernière partie de ce forum de la presse du studio Kalangu. Dans un communiqué publié le 24 mars par le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires OCHA Niger, 4361 personnes ont été forcées de se déplacer dans la région de Difa mi-février-mars portant à 18 450 le nombre des personnes en déplacement forcé depuis le début de l'année 2022. Nous avons également, selon toujours une publication d'OCHA en date de fin mars, 17 677 personnes, soit environ 3 034 ménages, en majorité composés des retournés nigériens et des réfugiés maliens qui ont fui des localités donc, de la République du Mali pour s'installer au Niger. On les trouve actuellement dans la région de Tillabéri et celle de Tawa. Ousmane Sidikou, quelle analyse par rapport à ces chiffres?
L'analyse, elle est toute simple, Michel. Elle est préoccupante et assez alarmante. Donc, vraiment, il faudrait que les services compétents et les structures en charge de ces personnes-là mettent toutes les dispositions pour que non seulement ils ne se sentent pas étrangers, ils ne se sentent pas marginalisés et en même temps créer les conditions à travers vraiment ne serait-ce qu'une sensibilisation pour que les autochtones puissent les accepter tels. Déjà, ils viennent en nombre, donc du coup, dans une situation d'insécurité alimentaire, donc il faudrait que vraiment toutes les conditions soient réunies pour qu'il y ait, pour faciliter cette cohabitation entre eux et les autochtones et qu'il y ait un partage équilibré et un accès équitable des services sociaux de base. Généralement, là où le coach est biaisé, vous voyez, les organisations, ils mettent beaucoup plus dans les mêmes conditions, c'est déplacer, c'est retourner que les autochtones. Du coup, ils créent une situation de friction ou bien d'incompréhension entre eux et les autochtones. Donc c'est là où je dis qu'il faudrait que vraiment ils soient mis, aussi bien c'est déplacés, c'est retournés, tout comme les autres, qu'ils soient véritablement mis dans les conditions, surtout que le contexte est assez particulier aussi et dur, pénible, tant pour les autochtones que pour ces gens-là. Donc vraiment, il faudrait qu'il y ait vraiment une répartition, je dirais pas égale, mais assez équitable pour que la cohabitation ne puisse pas produire l'effet contraire. Elhaji Mohamed Suleiman, comment est-on arrivé là, puisqu'il arrive quand même qu'on entende très souvent que ces organisations terroristes sont affaiblies, elles qui sèment cette terreur dans beaucoup de localités au niveau de la zone des 3 frontières. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très compliqué et la situation va davantage compliquer. Parce que déjà, à partir donc des données, que ce soit données par OCHA ou bien même les services étatiques, la situation de cette année est très très dangereuse. La conjonction de justement l'insécurité, la crise alimentaire risque d'avoir effectivement déjà une conséquence à l'État avant même qu'il y ait des déplacés ou bien donc hier on a suivi le président de la République dans une communication sur la crise alimentaire montrer que les données même des partenaires, l'OMS ne sont pas réalistes, c'est-à-dire qu'ils sont en fait un peu sous-estimer les besoins. Donc, vous voyez déjà les conséquences de la crise alimentaire avant même l'arrivée de ces déplacés. La situation, on compare la situation de cette année aux années 2005-2012 pour dire que les besoins, en tout cas en termes humanitaires, sont vraiment attendus et vous voyez un peu cette situation déjà de flambée des pays. Donc tout cela, la conjonction, cela veut dire que à l'arrivée, par exemple, c'est OCHA qui donne l'arrivée de ces 17 000 quelques personnes venues du Mali, qui sont composées de retournés nigériens, mais également des réfugiés. Ça va venir déjà en fait donc alourdir les besoins déjà dans une situation où dans certaines zones, par exemple, l'accès à l'aide humanitaire est déjà compliqué, elle est compromise. Donc tout cela, en tout cas, montre clairement que la situation est assez complexe et au niveau, j'ai entendu justement Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire puisque nous sommes pratiquement vers la fin de ce forum de la presse, puisque cette situation elle est compliquée. Faire, déjà, je pense que on craint d'autres déplacements. Le gouvernement a déjà quand même conçu un plan d'urgence où tous les partenaires ont fait des annonces. On ne pense pas, par exemple, est-ce que la question reste à savoir si ces déplacements sont prévus dans le plan d'urgence, dans la vente des céréales à prix modéré. Les déplacements qui sont arrivés juste récemment, ça n'a pas été programmé. Par conséquent, c'est pourquoi j'ai dit que ça vient aggraver la situation déjà en fait compliquée. Donc c'est-à-dire que franchement, au niveau de ce plan d'urgence, davantage donc les partenaires doivent il faut prendre en compte des nouveaux aspects. Donc absolument davantage donc mettre le moyen et aussi à l'État véritablement de prendre d'autres mesures en tout cas dans le sens effectivement
d'alléger la situation. Parce que tout simplement, on a vu comment on peut, puisqu'à partir du moment où, parce qu'il y a ce que le président de la République, c'est même d'ici la période d'ici juillet-août, la situation, le nombre de personnes qui vont être affectées par la crise alimentaire, c'est inégalé par rapport aux années précédentes. Donc c'est-à-dire que déjà, en fait, la situation telle qu'elle est en train de se présenter, en tout cas pour notre pays d'ici donc quelques mois, elle est déjà compliquée. Et puisque ça ne fait que commencer les réfugiés du Mali, déjà vous savez, à l'époque, c'est plus de 200 000 réfugiés maliens. Donc s'ils commencent à venir, parce qu'effectivement j'ai vu, selon les raisons données par OCHA, c'est les conséquences donc de conflit entre les groupes armés. Et les il parle même étatiques. des signataires des accords, des anciens accords qui avaient été faits donc, au Mali. Tout cela, avec Wagner qui est là, donc vous voyez, en tout cas, cela veut dire que c'est une menace. Il y a des gens qui ne supportent plus l'atrocité des combats. Et déjà, comme je l'ai dit, vous parlez de Tilaberi et Atilia. Là aussi, par exemple, on a précisé que dans ces zones-là, l'accès, l'aide humanitaire et comme l'Occident va davantage venir envahir, donc chercher donc à venir au niveau du centre donc où il y a l'aide humanitaire. Donc ça va compliquer un peu la situation. Donc tout simplement pour me résumer, on ne peut que véritablement dire que la situation elle est connue. Donc bon, l'État avec ou ça les partenaires, en tout cas j'ai senti hier le président, c'est dans le cadre de l'UMOA qui a fait son message. Mais c'était très alarmant. Ça montre clairement que la situation est compliquée et véritablement, lorsque OCHA, parce que donne des données vraiment réelles, il y a vraiment très bien travaillé, mais moi ça paraît parce que quand on se réfère à 2005, on sait vraiment ce qui s'était passé, donc la situation en 2005. Donc on pense que franchement la situation est grave, par conséquent, il faut des moyens, donc il faut tenir compte de cela. Donc ce n'est pas de la spéculation. Donc on attend en tout cas que les partenaires, puisqu'on chaque année ce recul, on le fait. Donc il faut que l'État et les partenaires agissent le plus vite possible. Pour terminer, Hussein Issa, vous convenez? Par rapport à ces déplacements massifs, nous avons dans la région de d'Ifa les déplacés au niveau interne, mais également ces réfugiés qui quittent la République du Mali à cause de cette atrocité des combats entre les forces non étatiques et les forces armées maliennes. Ils sont partis, tout ce dont ils ont besoin, une assistance accrue pour pouvoir rester jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent retourner chez eux. Quel que soit le nombre de temps, le nombre de mois, d'années que ça va prendre, n'est-ce pas? Parce que c'est tout quand on quitte chez soi, c'est qu'on a laissé beaucoup de choses derrière, on a laissé des tombes, on a laissé ceci, cela. On a besoin d'aller pour voir les parents qui sont au moins supérieurs sur les... Tout ça là, ça fait partie de comment on appelle ça, amener quelqu'un à quitter. On sait qu'est-ce qui les amène à quitter. C'est la violence, c'est les armes. Avant, on ne connaissait pas ça. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des conflits qu'on ne comprend pas. Et au Mali, de l'autre côté, on ne sait pas qui c'est derrière tout ça. Qui? Parce que des gens se lèvent, on invente des mots, djihadistes, comment on appelle, terroristes, des choses comme ça, qu'on ne connaissait pas. Alors, qu'on pose la question, comment on en est arrivé Il faut là? donc secourir à travers des aides humanitaires en attendant qu'on ait des troupes. L'humanitaire, là, c'est un business. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est un business. Parce que les gens sont là, d'abord, ça crée des emplois, des gens qui vont venir, ça crée des mobilisations de ressources pour venir soutenir. Mais en fin de compte, on reste dans l'assistanat à vie. Il faut mettre fin à ces conflits-là. Il faut créer les conditions de développement local. N'est-ce pas? C'est ça le plus important. Mais on n'est pas en train de réfléchir dans ce sens. On est plus en train de réfléchir comment mettre fin. Parce que c'est ça qui met nos pays là en retard. Mettre fin au terrorisme dans toute la sous-région. Parce que même lorsqu'un pays est en paix, quand il y a un pays voisin qui ne l'est pas... Attaquer, c'est du coup. Merci. Attaquer le mal à la racine, ça dit lutter contre le sous-développement. Créer les conditions d'un développement endogène
au niveau local jusqu'au niveau national pour que les gens se sentent qu'ils sont dans un pays qui les protège. Mais quand on laisse les gens à l'abandon, qu'est-ce qui nourrit ce terrorisme-là, le djihadisme-là? C'est un peu le sentiment d'abandon, des choses comme ça. Et tout le monde, les analyses et tout ont montré que c'est ça qui alimente. C'est pas ailleurs, ils vont aller prendre, on va dire, c'est en Afghanistan, ils sont allés chercher des Il faut donc vaincre le mal à sa racine, comme on dit. Mais les gens en attendant, il faut secourir ces personnes. Oui, mais bien évidemment, c'est des citoyens. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de la respecter, l'année de dernière, la protéger. par exemple, dans la région de Tillabéri. Oui, tout à fait. L'année dernière, par exemple, dans la région de Tillabéri, il y a beaucoup de chefs de ménage, chefs de famille qui n'ont pas du tout cultivé, qui se trouvent dans une situation. Est-ce que vous pensez que ça fait plaisir à quelqu'un qui a l'habitude d'engranger son mil dans son grenier et qui se retrouve en train d'attendre un bol de riz, un peu de sel pour manger, un bidon d'huile qui ne peut même pas tenir une semaine avec. Imaginez, si ce n'est pas par contrainte, qui peut supporter ça? Il faut créer les conditions de pacification de ces régions-là. On ne connaissait pas. On ne sait pas c'est quoi qui est derrière ça. Les défis sont donc immenses. On vous a bien compris, Hussein Issa. On ne pourra malheureusement pas continuer le débat puisque nous sommes au terme du temps qui nous est accordé. Chers auditeurs, nous sommes donc au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 8 avril 2022. Nous disons merci à nos trois invités, Elhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Hussein Issa, journaliste indépendant, et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. À la modération de ce forum de la presse, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Mustapha Ayouba et Séné Saka. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.